Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Joanne Rochelle et je vous souhaite la bienvenue dans cette deuxième vidéo où nous parlons d'éthique de l'IA. C'est avec reconnaissance, avec confiance, d'un pas ferme, que je vous propose d'entrer dans le 21e siècle. Pour rappel, nous avons un use case qui nous accompagne dans ces vidéos. Nous souhaitons développer un outil d'analyse des CV automatisés et on va décortiquer les différentes étapes de création de cet outil et mettre en évidence les questions éthiques. Pour rappel également, nous avons choisi comme définition de l'éthique une investigation systématique sur les valeurs dans les différents domaines d'activité où les ingénieurs, les équipes de design d'outils technologiques doivent faire des choix et doivent surtout être capables de justifier leurs choix. Nous allons utiliser un outil de navigation qui structure en trois grandes familles de questions éthiques les différentes questions que nous voulons traiter. Dans cette vidéo, nous allons parler de la première famille de questions éthiques, à savoir l'éthique dans la technologie. L'ensemble des questions qui se posent dans le processus de design et de création de l'outil technologique. On va passer en revue 5 grandes étapes thématiques: l'éthique des données, l'éthique des algorithmes, l'éthique du design, les questions de durabilité et les questions de responsabilité. Premier sous-chapitre, l'éthique des données. C'est le sujet le plus travaillé du domaine. Et il semble avoir une intuition simple: dès qu'il y a un problème, c'est la faute des données, c'est la faute des biais dans les sets de données. Attention, ça veut dire quoi? On va essayer de mettre un petit peu d'ordre. Prenons un schéma simple. Il y a un input, un modèle et un output, et on peut cartographier des biais un peu partout. Il y a des biais dans les données d'entraînement, les données de validation, les données d'utilisation, mais également dans le modèle, et donc dans le résultat de ce modèle, et peut-être également des biais dans les humains, les équipes humaines qui ont programmé, qui ont designé cet outil d'IA. Prenons donc le biais, un mot valise qui peut nous induire en erreur. On va se faciliter la vie en distinguant au moins deux sortes de biais. Les biais des humains, une sorte de préjugés souvent implicites qui influencent la manière dont nous prenons nos décisions. On parlera donc des biais des humains dans les différentes équipes d'ingénieurs, le manque de diversité, la ressemblance des parcours des uns et des autres. Puis un autre biais, c'est le biais utilisé pour décrire des sets de données par exemple. Et c'est ce sens ici qui va nous intéresser. Quand on dit d'un set de données utilisé par exemple comme données d'entraînement d'un outil d'IA, quand on dit qu'il est biaisé, on dit parfois qu'il est basé sur des choix. Il y a quelqu'un, une équipe qui a décidé de certaines parties de la réalité qu'on allait mettre dans ce set de données. Donc on a dû faire des choix par rapport à l'objectif qu'on poursuit, quelle réalité on veut documenter et comment on va organiser cette réalité, quel type d'ontologie, quel type de catégorie on va choisir. Mais quand on dit qu'un set de données est biaisé, on dit aussi parfois qu'il ne représente pas bien la réalité. Cette deuxième affirmation porte donc plutôt sur la représentativité du set de données. Est-ce que le set de données doit coller à la réalité telle qu'on l'observe, par exemple le marché du travail en Suisse en 2023, ou alors une réalité idéale, idéalisée, un marché du travail rêvé qui serait différent du marché du travail actuel? Si l'on choisit la réalité actuelle, on a un risque d'importer dans notre modèle des problèmes, des injustices structurelles qui sont dans la réalité. La réalité qui nous entoure n'est pas parfaite. Et donc, veut-on l'utiliser comme base de travail? A l'inverse, si on utilise une version idéalisée de cette réalité, on a un risque d'entraîner un outil sur une réalité qui est trop éloignée du domaine d'activité qui sera le sien ensuite, le modèle du marché du travail actuel. En résumé, qu'a-t-on appris pour notre use case? Il nous faut travailler sur la qualité des sets de données d'entraînement, notamment se prémunir de certaines catégories réputées problématiques. Prenez la liste de l'article 8 de la Constitution fédérale au sujet des risques de discrimination, par exemple. En matière de CV et d'emploi, quand on parle de données d'entraînement, quel type de représentativité de la réalité veut-on? Est-ce qu'on utilise le monde actuel du travail avec ses différents problèmes, ou au contraire une version idéalisée avec le risque d'être peut-être plus éloigné de la pratique? L'équipe en charge du projet doit être en mesure d'identifier ses choix et de les justifier. Et puis finalement, avec d'éventuels clients futurs pour notre outil d'IA, il nous faut être très au clair sur le contexte d'utilisation de l'outil, d'éventuels loops de feedback qui pourraient mettre en danger la qualité de notre outil. I got this. Deuxième sous-chapitre dans notre première famille d'éthique dans la technologie, l'éthique algorithmique. On voit ici deux grandes questions se poser. Et c'est important de souligner que les questions éthiques ne sont pas épuisées par les questions d'éthique des données. Il y a donc des questions supplémentaires. Première grande question dans ce chapitre, c'est les choix, les arbitrages que doivent faire les différentes équipes en charge du design des outils technologiques. Il y a des arbitrages à faire par exemple entre vitesse et précision, entre qualité de l'algorithme pour une catégorie ou pour une autre. Que veut dire satisfaisant? Que veut dire suffisamment bon pour être mis sur un marché? Par rapport à quels critères et par rapport à qui? Pensez notamment
au taux de faux positifs qui serait différent pour certaines catégories de la population si on parle de reconnaissance faciale pour des gens avec une couleur de peau différente. Deuxième chapitre ici, le syndrome de la boîte noire. Le défi est de se comprendre ce qui se joue dans le fonctionnement du modèle algorithmique. C'est un défi technique, il faut comprendre et expliquer ce fonctionnement, et c'est un défi éthique qu'il nous faut clarifier ce que veut dire l'explicabilité d'un modèle et quel niveau d'explicabilité on attend. On veut que le modèle soit compréhensible, c'est l'intuition générale, mais compréhensible pour qui? Pour les experts, les expertes? Pour ma grand-mère? Compréhensible en général ou dans un cas spécifique? Il nous faut clarifier aussi que ces exigences d'explicabilité vont différer selon le domaine d'utilisation. Si vous utilisez un modèle dans un tribunal pour juger de la dangerosité d'une personne, cette personne a vraiment le droit de comprendre comment la décision, la recommandation qui porte sur elle a été créée. Par contre, si vous utilisez un outil de type DALL-E ou ChatGPT pour créer un slogan, une image, le fonctionnement exact de la boîte noire vous intéresse peut-être moins que le résultat final. En résumé, pour notre use case RH, deux conditions principales. L'équipe qui design l'outil doit être en capacité d'expliquer les arbitrages, les choix techniques qui ont été réalisés, à l'aune des valeurs et des objectifs poursuivis. Et deuxièmement, il doit être en mesure d'expliquer le fonctionnement de l'outil de la manière la plus satisfaisante possible. On est dans un domaine sensible, les RH, les candidatures des gens, les parcours individuels des gens, et donc on doit être en mesure d'expliquer aux candidats et candidates pourquoi telle ou telle recommandation a été créée par l'outil. Troisième sous-chapitre, les questions d'éthique de design. Les outils d'IA ont tous une interface pour que l'utilisateur puisse utiliser l'outil. C'est une question générale qui est propre à tous les outils numériques et c'est pourquoi dans cette vidéo, je ne fais que mentionner les enjeux sans aller trop en profondeur. Il y a une question d'interface de l'outil qui soulève des questions éthiques. Si l'objectif principal c'est de garantir une utilisation choisie, autonome, alors certaines conditions vont s'appliquer. Le contraire, pour qu'on se mette bien d'accord, ça serait la manipulation. Le mot-clé, des dark patterns, donc des méthodes de design qui vont servir à amener l'utilisateur, l'utilisatrice à faire ce que le designer souhaite qu'elle fasse. On peut aller plus loin et pousser jusqu'à une forme de manipulation particulièrement sévère où la personne n'a plus conscience de ce qu'elle fait. Dans ce domaine, l'IA a une autre composante, en plus d'avoir elle-même une interface, elle peut servir d'autres méthodes de design, elle peut servir comme outil d'interface, notamment si on pense aux outils de personnalisation extrême qui vont eux-mêmes se baser sur des outils d'IA et qui peuvent être utilisés à des fins de manipulation, pensez au domaine de la publicité. En résumé, pour notre cas concret, dans le domaine des RH, l'important c'est de chercher à développer une interface aussi respectueuse que possible de l'utilisateur, et il y a deux utilisateurs dans notre cas, l'entreprise qui achète notre outil et les candidats-candidates. Le but est d'éviter toute forme de manipulation et de garantir le plus d'autonomie possible du point de vue des utilisateurs. Quatrième sous-chapitre, les questions de durabilité sont à nouveau seulement mentionnées dans cette vidéo. Le développement et l'utilisation d'outils d'IA soulèvent bien sûr des questions d'impact sur l'énergie et plus largement sur les ressources naturelles et sur l'environnement. Ça concerne l'ensemble des outils numériques. Il y a une dimension software qui porte sur l'outil, le logiciel, et une dimension hardware qui porte sur tout le matériel nécessaire à créer ces outils technologiques. En matière d'IA, il y a à nouveau une autre composante de la discussion, c'est que l'IA est souvent utilisée pour optimiser, maximiser l'utilisation de l'énergie, notamment quand on parle par exemple de smart grid. En résumé, pour notre use case en matière d'RH, importance pour les équipes de design de l'outil à chercher à faire l'outil le moins gourmand possible en termes d'énergie. Ça concerne les questions de choix de modèles, d'algorithmes et les questions de design. On peut par exemple travailler avec le principe de sobriété numérique. Cinquième sous-chapitre, les questions de responsabilité dans cette première famille d'éthique dans la technologie. Dernier chapitre qui porte sur les choix technologiques que va réaliser l'équipe en matière de responsabilité. Partons d'une idée générale forte, la machine elle-même n'est jamais responsable. Il lui manque pour cela une capacité d'autonomie. Elle n'a pas d'autonomie et donc pas de responsabilité. Donc dire ChatGPT est responsable de quelque chose n'a pas de sens dans le cadre de cette vidéo. Il faut donc chercher l'humain derrière la machine. Qui est responsable en cas de problème? En anglais, le terme d'accountability, qui devrait être là pour rendre des comptes si quelque chose tourne mal? Et on voit bien les différents types de personnes potentiellement touchées, les designers, les concepteurs, les créateurs, l'entreprise qui commercialise, qui vend, ou alors les utilisateurs de l'outil. Il faut chercher parmi ces différents groupes d'humains des gens qui portent potentiellement une responsabilité.
Pour discuter de cette question de la responsabilité, il nous faut prendre conscience qu'un outil d'IA est toujours utilisé dans un contexte spécifique, avec des humains, des équipes, des pressions, des contraintes, des coupes budgétaires. On parle de l'IA comme d'un outil socio-technique. Il n'est pas dans un vide intersidéral, ce n'est pas l'outil pour lui-même, c'est l'outil dans un contexte spécifique. Et l'équipe de conception doit en avoir conscience, elle doit avoir une bonne vue sur les contextes d'utilisation de son outil. Pour les créateurs de l'outil, ça veut donc dire qu'il faut clarifier pour chaque fonction de l'outil qui peut l'utiliser, le reprogrammer, le modifier lui-même. L'idée générale, c'est que les concepteurs et conceptrices de l'outil d'IA définissent au fond ce que peut ou ne peut pas l'utilisateur final. C'est eux qui vont pouvoir déléguer des compétences. Et en déléguant des compétences, ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible, au final, c'est leur responsabilité qui est en jeu. En résumé, pour notre cas concret dans le domaine des RH, il faut distinguer différents domaines d'usage, plus ou moins sensibles. Il faut clarifier ce qui devrait pouvoir être fait par un utilisateur, ou au contraire où il faut être méfiant et il faut prévenir certaines utilisations. Et il faut accompagner en termes de communication, une communication proactive, d'éventuels usages problématiques. That's a timeout on the field. Mais ces questions de responsabilité ne sont pas toutes en main des équipes de conception, vous le sentez bien, une bonne partie est définie par le cadre juridique, la loi en vigueur, et ça nous permet une transition magnifique vers la deuxième famille de questions éthiques, à savoir les questions d'impact sur la société, les questions de justice sociale, où nous parlerons notamment de régulation des outils technologiques. Rendez-vous pour cela dans la prochaine vidéo.